La place de l'église de la Sainte Famille est assurément une des plus jolies de la ville. Une grande place ombragée de platanes qui ont vu naître et mourir plusieurs générations, accommodée de quelques adorables bancs en bois et en fonte. Malheureusement, le quartier a vieilli. Certaines des boutiques qui bordent la place sont à bout de force, les autres sont fermées ou en passe de l'être. Et avec leur dernier souffle, le charme et l'attrait de la place se sont évanouis. L'église elle-même s'est étiolée, comme poussée dans les derniers retranchements de la solitude, un bateau ivre échoué sur cet îlot de verdure et d'ombre. Il y a quelques résistances cependant pour continuer à occuper l'espace. Les vieux, bien sûr, qui regrettent toujours les bonnes habitudes. Les enfants aussi, qui se sentent protégés dans cet improbable refuge. Et de temps à autre, pour montrer qu'ils sont patriotes, l'Amicale des chasseurs de France, dont le siège se trouve à l'extrémité sud de la place. Maître Joyeux, à bord de sa 2 chevaux orange pétard, tourne avec un peu de difficulté dans l'étroite rue des bons enfants qui débouche sur la place. Il se gare fièrement et ne perd rien de sa bonhomie en tirant le frein à main. Lucienne, un peu brinque-ballée pendant le voyage, sort du bolide avec une ivresse toute particulière. Elle est soudainement ramenée à la réalité. Elle lève les yeux et voit débouler sur la place un cycliste conduisant une magnifique monture violette ornée de grosses marguerites. C'est un homme encore jeune, grand et fin. Ses longs cheveux bouclés d'un noir profond semblent voler derrière lui. Il se gare devant l'église. Lucienne l'observe, amusée. Le notaire la rejoint et lui indique la direction d'un des commerces. En marchant vers celui-ci, Lucienne a le temps de se rendre compte que le débit de boissons fait grise mine, sans doute fermé depuis des lustres. Arrivés à la devanture, ils ne sont pas trop de deux pour parvenir à soulever le lourd rideau rouillé. Dans le lieu, ils constatent qu'il n'y a pas d'électricité. En tâtonnant, ils finissent par ouvrir les volets. L'air soulève la poussière qui scintille dans la lumière. On dirait le château de la Belle au Bois dormant, enfin le bar, si tant est que la princesse ait pu en posséder un. Ils découvrent une grande pièce, quelques chaises retournées sur des tables dispersées çà et là, et au fond, un long comptoir en zinc. Dans son prolongement, une porte est ouverte sur une pièce moins spacieuse que Lucienne entreprend d'explorer. Il y a là une cuisine à peine éclairée par un fenestron, désuète mais apparemment fonctionnelle. Machinalement, Lucienne ouvre le robinet, le tuyau chante, résiste, puis exulte. Elle hausse les épaules. Ah, au moins il y a l'eau. Le notaire, percevant quelque découragement dans le ton de la nouvelle héritière et toujours excité à l'idée d'égayer le sort de son prochain, consulte ses papiers. Ah, mais là, je vois qu'il y a un étage. Il tire du trousseau qu'il tient en main une clé dorée qu'il brandit. Ça doit être cette clé. Allons voir. Absorbée par la découverte, Lucienne acquiesce distraitement. Le notaire oblique d'un pas déterminé jusqu'à une autre porte qu'il ouvre. Alerté par ce surplus d'euphorie, Lucienne le suit. Ils montent ensemble l'unique étage et parviennent jusqu'à un modeste palier. Il se saisit de la clé et la fait tourner avec délicatesse dans le barillet. La serrure obéit. Ils entrent dans un petit vestibule. Toujours privé d'électricité, il se dirige vers les fenêtres pour ouvrir les volets. Un beau salon surgit de l'ombre. Certes défraîchi, mais plein de lumière. Le notaire investit la chambre, puis la salle de bain, en scandant des grands « Ah oui !» Lucienne, abasourdie, est en train de songer. Ce serait bien la première fois où je serais vraiment chez moi. Quand elle vient percuter Maître Joyeux, qui, lui-même, tout à son enchantement, n'était pas très attentif. Pour dissiper leur gêne, Lucienne enchaîne. C'est bien, hein ? Oui, et puis, il y a cette magnifique vue. Il ouvre son bras et Lucienne s'avance jusqu'à la fenêtre. Elle réalise qu'elle fait exactement face à l'ancienne église.
Bah ça, c'est trop fort. Si elle n'avait été stupéfaite par le cocasse de la situation, Lucienne aurait pu remarquer Charles Pailloux qui vient de passer devant le bar d'un pas pressé. Il traverse la place, se dirigeant vers l'église. En passant, l'adjoint au maire remarque le vélo bigarré et sourit. Il pousse la porte massive et entre dans le bâtiment. Le lieu est passablement encombré. Toutes sortes de matériel traînent à terre, des bâches sont disposées à qui mieux mieux. De toute évidence, le chantier a été abandonné avant d'être achevé. Un jeune homme imposant, aux allures slaves, s'avance vers Pailloux et lui tend la main. Ah, monsieur Pailloux, bonjour. Pailloux a du mal à cacher son trouble. Toutefois, il tend la main à son interlocuteur, en homme courtois qu'il ne cesse jamais d'être. Bonjour. Il regarde autour de lui. Mais quelle pagaille. Oui, nous avons récupéré les clés comme vous nous l'aviez demandé et nous avons trouvé les lieux dans cet état. Je comprends pas. Je suis passé la semaine dernière, l'entreprise avait promis que tout serait prêt pour aujourd'hui. S'avance alors le guitariste du groupe Sergio, tout en charme et en expressivité. Il taquine Pailloux. Je crois qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Je suis consterné, je suis vraiment... Ne vous en faites pas, on peut arranger pour le concert. Oui, ça fera très underground. Bon, tout de même. Bon, je vais passer quelques coups de fil. Dimitri, sur la pointe des pieds, tente. Est-ce qu'on va chercher notre matériel? Bien sûr. Pailloux se met à l'écart pour téléphoner, tandis que les musiciens s'affairent. Le représentant de la mairie s'agace avec son téléphone, tapote un premier numéro, patiente, peste, maudit, puis recommence avec un agacement grandissant. Au comble de la contrariété, il revient vers les musiciens. Je ne peux avoir personne au téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. En attendant, si vous pouvez maintenir le concert, ce serait bien. Je compte sur vous. Je vais vous envoyer 2 employés municipaux. Je reviens en fin d'après-midi. Oui, bien sûr, monsieur Pailloux. Ça va être sans sas. Dimitri lève un pouce pour faire montre d'une approbation ostentatoire. Pailloux, reconnaissant de ce soutien, sourit avec gentillesse, puis s'en va en saluant tout le monde de la main. Au moment où Pailloux disparaît, le clarinettiste du groupe, Moïse, qui se trouve également être le cycliste au vélo Marguerite, revient du fond de l'église. Sergio l'interpelle. Où t'étais, toi? Au fond, là-bas, c'est magnifique. Il y a encore plein de pièces et plein de livres, de trucs. Moïse ralentit son débit à mesure qu'il sent que ses compagnons ne s'intéressent pas à ce qu'il dit. J'ai raté quelque chose? Bah, va falloir ranger maintenant. Moïse fait le tour de la pièce du regard et lâche un... Waouh! Tout un désert à traverser. En redescendant les escaliers qui mènent au bar, Maître Joyeux lance à Lucienne qui le suit. Ah, c'est sûr. Il y a du boulot. Lucienne hoche la tête, un peu impressionnée. Le notaire se rend compte qu'il s'est montré défaitiste et veut rectifier le tir. Mais c'est un bel endroit. Et puis, il y a l'appartement au-dessus. Oui, ça me changerait de mon placard à balai de luxe. Vous avez un placard à balai? Mais non, maître. Je veux parler de mon appartement, tout petit et trop cher. Ah, je vois. Revenant de son rire comme on descend d'une fusée, il poursuit. Je suis navré, mais je dois retourner à mon étude. Si vous voulez, je vous laisse les clés. C'est gentil? Alors à bientôt. Pour faire le point, appelez-moi. Oui, volontiers. Lui ayant chaleureusement serré la main, le notaire se dirige vers la sortie, mais finalement revient vers elle. Ah oui, j'allais oublier. Il ouvre sa mallette Je et l'ai fouille. mise dans ce... Ah, dans ce dossier. La voilà. Il tend une enveloppe à Lucienne. Une lettre de Monsieur Dieulefit qui vous est adressée. Lucienne, étonnée et émue, prend la lettre. Le notaire s'en va. Lucienne se retrouve seule au milieu du bar. Elle sourit comme une enfant sortant de la fête foraine avec un ours en peluche de 2 fois sa taille, embarrassée mais heureuse. Charles Pailloux a garé sa voiture sous les marronniers de l'avenue de la Révolution. Il profite de l'ombre pour engloutir le sandwich qu'il tient d'une main, l'autre étant occupé à empêcher la sauce de dégouliner sur son costume. Étant sustenté, il s'essuie rapidement les mains et le visage, jette un coup d'œil dans le rétroviseur comme un voleur ayant accompli son forfait et sort diligemment de la voiture. Il longe l'allée des marronniers et marche jusqu'à une maison coquette bordée d'un petit jardin. Au loin, on entend la cloche qui sonne midi.
ils pénètrent dans le jardinet. Une femme d'un certain âge se trouve à la fenêtre de la maison appelant « Bacon, Bacon, mon chat !» Paillou s'avance encore et interpelle la dame. Alors, Tati, ce coquin de bacon a pris la poudre d'escampette. Tati Suzon lève les bras au ciel. Oh, ne m'en parle pas. Attends, je t'ouvre. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'efface, découvrant la vieille dame fringante mais rondelette. Une mise en pli toute fraîche, mais aussi le tablier à fleurs couvrant le chemisier orné de dentelle. La tante et le neveu s'embrassent. Viens, rentre, rentre. Paillou s'exécute et suit sa tante dans le salon largement aéré par un ventilateur. La radio ajoute à l'agitation sonore. Elle éteint rapidement les deux et vient s'asseoir à la table. Paillou l'imite en entamant la discussion. Tu l'as cherché un peu? Tu rigoles, j'ai pas arrêté de le chercher. Dans la maison, dans le jardin. Mais tu sais bien avec ma hanche, je ne peux pas aller bien loin. Évidemment, Tati. C'est pour ça que je suis venu. T'es un bon petit. N'ai jamais cessé de le répéter à ton père, bougre de têtu, Dieu et son âme. Suzon pince affectueusement la joue de Charles et poursuit. On peut compter sur toi. Paillou n'ose repousser ni le geste ni le compliment qu'il sait sincère. Tu as une idée d'où il aurait pu aller? Moi, je te dirais dans la ruelle juste à côté. Il y a une boucherie presque au bout. Ça l'aura attiré. D'accord, je vais aller voir. Paillou fait un geste pour se lever, mais sa tante le retient par le bras et ajoute à voix basse. Tu sais, une boucherie Allah. Tati, on dit halal. Enfin, tous ces gens. Paillou, voulant couper court, se lève promptement. Ne t'inquiète pas, je vais voir. Suzon se lève à son tour, mais avec difficulté, de toute évidence handicapé par sa hanche douloureuse. Mais t'as rien mangé? Ça va, Tati, j'ai pas faim. Paillou se presse vers la sortie. Sa tante lui emboîte le pas et le dépasse en clopinant pour lui ouvrir la porte. Il va pour sortir, mais Suzon l'arrête avec tendresse et ténacité. Tu es sûr que tu ne veux rien manger? Paillou ne répond pas, mais lui adresse un large sourire reconnaissant, quoique un peu contraint. Il sort et traverse le jardin. Il remonte l'avenue comme en balade, d'un pas tranquille, en regardant autour de lui. Dès qu'il se trouve seul, il fait des petits bruits de bouche pour appeler le chat, se penche promptement et reprend son air de promeneur dès qu'il croise quelqu'un. Au gré de ses recherches, il tourne sans y faire attention dans une rue puis dans une autre, et de fil en aiguille, il se retrouve au croisement d'une petite rue. Il se penche et hoche la tête avec satisfaction en apercevant une boucherie. Il s'avance et voit sur le côté de cette boucherie 3 hommes à plat ventre. En s'avançant encore, il les voit se relever et s'agenouiller une nouvelle fois, comme si, pense-t-il, il cherchait quelque chose. Il s'approche plus près et se penche avec eux. Ce faisant, il se rend compte qu'il n'y a rien à chercher et encore moins à trouver et se sent un peu bête. Ses génuflexions, le soleil de midi et le sandwich mal digéré lui font tourner la tête. Et en se relevant, il a un petit vertige et heurte un des prieurs. Paillou lève les yeux et découvre un homme de presque 50 ans qui porte une tunique et un cafetan d'un très joli lin beige. Il est de taille moyenne, un peu rond, le teint mat. On entrevoit sous son bonnet de prière finement brodé ses cheveux coupés courts, noirs et épais. Il se dégage de lui une sorte de gentillesse naturelle, mais également quelque chose de la réserve. Paillou se sent terriblement gêné de sa méprise. Il regarde le groupe d'hommes, puis celui qui lui fait face, et finit par bafouiller. Je ne suis pas... Enfin, je ne savais pas. Ah, peut-être vous êtes juste intéressé. Oh non, pas du tout. L'homme prend un air faussement choqué. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'animosité. L'homme lui adresse un regard dubitatif. Je cherche mon chat. Enfin, ce n'est pas mon chat, c'est le chat de ma tante. Un chat tout rond. Vous l'auriez pas vu? Il me semble avoir vu tout à l'heure un gros chat. Oui, Bacon. Pardon, c'est le nom de mon chat. Finalement, l'homme semble s'amuser de la situation. Je sais ce que c'est. Ma tante à moi, elle avait un perroquet. C'était un bel oiseau. Les couleurs, vous pouvez pas imaginer. Le problème, c'est qu'elle refusait de le mettre en cage. Un si bel oiseau, il faut le laisser voler, qu'elle disait. Ah oui, voler, il savait bien où était son intérêt, hein, celui-là. Paillou écoute le récit avec un peu d'impatience, ne comprenant pas vraiment où cet homme veut en venir. Les autres prieurs ont commencé à rouler leur tapis. Et pour l'oiseau de ma... Enfin, je veux dire, le chat de ma tante. Ah, le chat, je suis pas du quartier. On va demander. L'homme se tourne vers ses coreligionnaires avec enthousiasme. Paillou essaie de l'arrêter, mais il les interpelle. Eh mes frères, vous avez pas vu un chat roux?
il le cherche. Les prieurs considèrent l'insolite demande avec obligeance. Toutefois, l'un d'eux cherche à avoir quelques précisions. Comment il s'appelle le chat? L'homme en blanc hésite une seconde, puis lâche dans un rire. Il l'a appelé Bacon. Tu rigoles, juste après la prière. Eh ben, t'as qu'à l'appeler le chat. Tout en continuant à chercher le fugitif, Paillou veut avoir l'air décontracté et engage la conversation de façon débonnaire. Et vous priez ici, alors? Son interlocuteur est un peu agacé par la question, mais veut rester poli. Non, je suis venu inviter mes frères à prier dans ma mosquée. Mais c'est loin du centre-ville et je suis pas sûr qu'ils pourront s'y rendre. Paillou, qui ne comprend pas le sérieux de la situation, enchaîne, presque mondain. Ah, vous avez une mosquée. Enfin, disons, c'est assez modeste. Tout à coup, Paillou s'esclave. Ah oh, Bacon. Le musulman sursaute, puis se rassérène. Ah oui, le chat. Je dois y aller. Hein, je vous remercie. Paillou s'en va en courant, laissant son interlocuteur coi et quelque peu blasé par ce manque d'attention. Il dit à mi-voix. Oui, oui. Comme si Paillou avait senti sa lassitude, il se retourne et crie. Pardon, je me suis pas présenté. Charles Paillou. Ibrahim Suleiman. Ibrahim Suleiman, imam pour la gloire de Dieu, salue de la main Charles Paillou qui s'en va en courant vers son destin. Ne sachant que penser de l'incursion de Paillou, il se frotte le menton comme il aime à le faire quand il est en proie à un questionnement. Il hésite entre la résignation et la reconnaissance pour ne pas avoir été, une fois de plus, insulté. Tout à sa réflexion, il baisse la tête et remarque un portefeuille à terre. Il se penche et le ramasse. Machinalement, il ouvre et sort une carte d'identité où est inscrit le nom Charles Paillou. Il lève rapidement la tête et cherche du regard le dit Paillou. Rien à faire. Il a disparu. Ibrahim soupire. Charles Paillou, qui ignore pour l'instant qu'il est plus léger d'un portefeuille, a poursuivi sa course. Mais Bacon, malgré sa corpulence, est un chat agile, malin et surtout épris de liberté. Bien vite, il sème son poursuivant et Paillou se retrouve au milieu d'une rue très essoufflée, se penchant vers l'avant pour reprendre son souffle. Son téléphone sonne. Oui, Roseline, vous n'êtes pas allée manger? Oui, Roseline, je sais, la rigueur. Oui, le contrat, oui. Mais je ne crois pas que ce soit la question. Il est impossible de joindre qui que ce soit de cette maudite entreprise. Oui, je vais revenir d'ici peu. Allez donc manger en attendant. Vous vous sentirez bien mieux ensuite. Oui, merci Roseline. À tout de suite. Paillou se dirige vers sa voiture et y entre. Il démarre. Il s'engage dans la rue de la Révolution et quitte à regret l'ombre des marronniers. En dépassant le croisement, il remarque le bus numéro 60, fraîchement repeint en orange et blanc. Monsieur Paillou, bonjour. Monsieur Paillou, bonjour. Trop fort, trop fort. Underground. Monsieur Paillou, bonjour. Je suis vraiment. Ça va être sans sas. J'ai raté quelque chose? Sans sas. Sans sas. Bien, rentre. Allah. Tu sais. Allah. Je cherche mon chat. Vous avez une mosquée? Vous avez